Dans le cadre de ces cafés juridiques, la CAPEB propose ce mois-ci à ses adhérents un nouveau mode de participation par le biais d'un webinaire. Bon, on a eu quelques petits incidents techniques pour le premier, c'est un petit peu normal. Du fait des contraintes qui sont liées à la distanciation sociale et aux problématiques des rassemblements de personnes, cela paraît la meilleure solution pour traiter de manière commune mais sans risque des thématiques qui vous intéressent. Alors on y perd un petit peu le lien direct et la convivialité du présentiel. En revanche, bon, les entreprises qui jusqu'alors ne pouvaient participer à ces manifestations du fait de leur éloignement géographique ou de contraintes spécifiques seront en mesure de suivre ce webinaire. Donc ça permet aussi à d'autres d'y accéder. Un thème ce mois-ci, la gestion du temps de travail qui intéresse la totalité des entreprises. Thème vaste, très réglementé, dont il faut régulièrement rappeler les règles, caractériser les notions, pouvoir déterminer ce qu'est le temps de travail effectif, comment s'imputent les déplacements, comment organiser le temps de travail sur des périodes parfois supérieures à la semaine et par la suite suivre le temps de travail au sein de l'entreprise. Pour ce faire, le cabinet comptable Sadek Akelis nous propose de refaire un point sur les règles applicables en la matière. Je pense que vous aurez l'occasion pendant l'exposé de formuler vos éventuelles questions ou demandes de précision par écrit. Donc, nous accueillons donc aujourd'hui Hélène Ganzer et Claire Rougette, à qui je cède la parole et laisse le soin de se présenter et de dérouler la session. Merci par avance. Donc, bonjour, je suis Hélène Ganzer, juriste en droit social au sein du cabinet Sadek Akelis. Donc, effectivement, comme le disait Monsieur Chaubeau, nous avons ce sujet aujourd'hui qui est assez vaste, très réglementé. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant un certain nombre de points qui vont faire aujourd'hui l'objet de plus en plus de contrôles, d'essayer bien évidemment de les rattacher au maximum, même d'essayer de les rattacher à votre activité du bâtiment, de vous proposer aussi, pour que ce soit beaucoup plus compréhensible et accessible, puisqu'il y a beaucoup de règles juridiques, des exemples pratiques, et de voir un petit peu comment on peut adapter votre durée du travail, votre organisation, à votre organisation au sein de l'entreprise. Alors, juste un petit rappel, c'est que, comme vous le savez, dans le bâtiment, il y a une convention collective et des accords nationaux, et puis il y a des conventions régionales. Donc ça, on va dire que c'est un peu votre socle, un petit peu de référence légale. Il y a à côté tout ce qui est prévu par la loi. Et puis, vous avez aussi des dispositions qui peuvent être prévues et par le contrat de travail ou par des accords qui sont spécifiques à votre entreprise. Et tous ces éléments dans le cadre de la gestion du temps de travail vont rentrer en compte, comme vous allez le voir. Donc, je passe la parole à Claire Rougette, puisque nous allons… Tu peux me passer les deuxièmes ? Dans un premier temps, pardon, nous aussi, hein, on s'adapte techniquement, voir un petit peu ce que recouvre le temps de travail effectif, voir un petit peu tout ce qui concerne les seuils, voir comment vont intervenir les contrôles et comment prouver le temps de travail, parce que ça, aujourd'hui, c'est une problématique que rencontrent beaucoup d'entreprises, pas seulement dans le bâtiment, voir comment on peut modifier la durée du travail ou sa répartition et voir quels sont les aménagements possibles de la durée du travail, sachant que nous ne rentrons pas forcément dans le détail sur tous les sujets, mais que l'idée est de vous donner des pistes de réflexion et des alertes dans la gestion courante de votre entreprise. Donc, je passe la parole à Claire Rougette qui va vous présenter le temps de travail effectif. Bonjour à tous, donc Claire Rougette, je suis la responsable du pôle social de Troyes, du cabinet Sadek. Donc je m'occupe de la partie paye au niveau de tous les clients d'entreprise que l'on a. Donc ce matin, l'objectif c'est de parler un petit peu du temps de travail effectif. C'est une notion de référence qu'il va falloir s'approprier parce c'est de là que va découler un certain nombre d'éléments, notamment déterminer la rémunération du salarié, vérifier qu'on ait bien respecté
les durées maximales de travail, mais également, ça va nous servir exactement à décompter les heures supplémentaires. Cette notion de travail effectif, elle est très importante parce que si elle n'est pas bien maîtrisée, on va avoir de mauvais calculs, on va se retrouver avec des chiffres qui sont incorrects et on ne pourra pas faire des vérifications exactes, ce qui peut nous fausser certains calculs et nous amener à déclencher d'éventuels repos à tort ou d'éventuelles heures supplémentaires majorées à tort. Donc ce travail effectif, il a une première définition totalement légale, qui est une disposition du Code du travail. Voilà, la durée du travail effectif, c'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et il se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Donc ça, c'est la définition phare très importante qui va définir ce temps de travail effectif. Alors, le temps de travail effectif, aujourd'hui, c'est facile de le déterminer. Voilà, quand le salarié effectue son travail réel, par exemple, dans votre cas, sur chantier, par exemple, ou un étam comptable ou administratif qui effectue son travail, bon, là, on est purement dans le travail effectif. Mais aujourd'hui, il y a quelques cas particuliers, notamment pour vos ouvriers qui se rendent sur chantier. Il y a quelques notions de temps qui doivent être déterminées et savoir comment se positionner pour est-ce qu'ils rentrent dans le travail effectif ou est-ce qu'ils n'en sont pas. Alors pour ça, on va étudier des cas, notamment sur les temps de trajet. Donc la notion est particulière. Le temps de trajet en soi, quand on y réfléchit, on dit oui, ce n'est pas du temps de travail effectif, mais il y a certains cas particuliers où ça va l'être, notamment pour le bâtiment. Alors la première chose, le trajet domicile-siège de l'entreprise. Je veux dire, je suis salarié, je me rends au siège de l'entreprise. Alors, ce temps de travail-là, c'est du domicile, entre guillemets, du travail, domicile-travail. Il n'est pas compté comme du temps de travail effectif. Et ça, pour quelle raison que ce soit. C'est-à-dire que le salarié prend son véhicule personnel, qu'il soit transporté par un véhicule d'entreprise ou qu'il utilise les transports en commun, ce n'est pas du temps de travail effectif. D'accord ? C'est un temps de travail de trajet, déterminé de trajet, qui n'a rien à voir avec un temps de travail effectif. Par contre, après, ce domicile chantier va avoir deux particularités. Soit on impose le passage par le siège de l'entreprise aux salariés, soit on ne l'impose pas. Et cette notion d'obligation de passer par le siège de l'entreprise, elle est très très importante parce que justement, elle va déterminer à partir de quand commence le travail effectif. Alors le premier point, je suis employeur et je demande à mes salariés de passer obligatoirement avant d'aller sur le chantier par le siège de l'entreprise, par exemple pour aller charger les camions, d'accord, par le matériel. Dans ce cas-là, depuis le domicile du salarié jusqu'au siège de l'entreprise, ce n'est pas du temps de travail effectif. Par contre, à partir du moment où il arrive sur le siège de l'entreprise pour charger le camion, dans ce cas-là, ça compte comme du travail effectif. Donc pendant le chargement du matériel et ce jusqu'après le trajet pour se rendre sur le chantier. Donc, dès l'arrivée sur le siège de l'entreprise, c'est du travail effectif. Ça veut dire qu'on commence à comptabiliser les heures pour les heures supplémentaires, le temps de travail de la journée. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que le passage obligatoire par le siège va faire que la durée à aujourd'hui de travail effectif n'est pas celle uniquement passée sur le chantier, mais également celle du chargement et du trajet pour s'y rendre. Donc, passage obligatoire par l'entreprise signifie démarrage du temps de travail effectif à compter de l'arrivée au siège. D'accord ? Donc ça, c'est une notion très importante. Si toutefois les salariés ne sont pas obligés de passer par le siège de l'entreprise, on ne leur impose pas. Dans ce cas-là, s'ils démarrent de leur domicile pour se rendre sur le chantier directement, qu'ils utilisent leur propre véhicule ou un véhicule de l'entreprise, ce n'est pas du temps de travail effectif, d'accord ? Comme le fait de se rendre sur le siège ici, d'accord ? Donc pas d'obligation. Par contre, il y a un point très important. Si dans votre entreprise, vous avez mis en place ce qu'on appelle un transport collectif, organisé par vous-même, par l'entreprise, à partir du siège. Alors là, il y a une notion importante. Il va falloir clarifier la situation pour l'entreprise. Et ici, c'est important de le clarifier par une note de service, d'accord, assez précise. C'est-à-dire que si vous avez mis la possibilité pour les salariés de prendre un transport collectif organisé depuis le siège de l'entreprise, si vous imposez de prendre ce transport collectif par le siège, alors dans ce cas-là, depuis le siège jusqu'au chantier, c'est du travail effectif. Par contre, si vous prévoyez une note de service expliquant que le salarié a le choix, c'est son libre choix, de prendre ce transport collectif depuis le siège ou d'aller directement sur le chantier, et que ce n'est pas une obligation, alors dans ce cas-là, le trajet domicile siège pour prendre le transport collectif n'est pas du travail effectif. Mais il faut impérativement que ce soit notifié et que la situation soit claire et qu'il est clairement et expressément écrit
qu'on laisse libre choix aux salariés. Il faut que cette note soit faite pour éviter tout litige de contentieux sur des indemnisations de temps de travail, hein, parce que c'est des choses qui peuvent relativement monter assez vite. Hein. Si un salarié demain peut prouver qu'il a été obligé de passer par le siège à chaque fois et qu'on ne lui a pas compté ses heures dans ses heures sup à compter du démarrage du siège, bah, ça peut chiffrer vite avec les majorations qui vont derrière. Donc c'est important en fait de clarifier vos situations, hein, de ramassage, de transport au sein de votre entreprise pour que toutes les possibilités soient écartées et que ce soit clair pour l'ensemble des salariés et en cas de litige. Un dernier point sur le temps de trajet, quand un salarié se rend d'un chantier à un autre en cours de journée, et bien ce trajet-là, lui, il est bien considéré comme du temps de travail effectif. Ça, c'est important. Hein. On n'est plus dans « je pars de mon domicile pour aller sur le chantier », c'est-à-dire que je termine un chantier et dans la même journée de travail, je me rends sur un second chantier. Alors ce déplacement, ce temps de trajet, est lui considéré comme du temps de travail effectif pour une raison qui est simple, c'est que le salarié, pendant ce trajet, il est sous la direction de l'employeur et dans l'exercice de sa fonction professionnelle. Donc, ce temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif. D'accord ? Donc, ça, c'est important de bien savoir au départ, dans votre société, dans votre entreprise, dans quelle situation vous vous trouvez et comment on organise les temps de trajet dans l'entreprise. Donc, très, très important que la situation soit clarifiée. Et une dernière situation particulière, c'est le temps de pause, le temps de restauration ou le temps d'habillage. Alors, par défaut, le temps de pause, ces temps de restauration et d'habillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, puisque le salarié, pendant ces temps, est libre de ses mouvements. D'ailleurs, s'il est libre de ses mouvements et qu'il peut agir comme il le souhaite, dans ce cas-là, ce n'est pas du temps de travail effectif. Par contre, à partir du moment où il n'est plus libre de ses mouvements, qu'il est sous la direction de l'employeur, si l'employeur lui demande éventuellement d'interrompre son temps de pause pour travailler ou si il lui demande de surveiller quelque chose pendant ce temps-là, dans ce cas-là, il est sous la directive de l'employeur et ça sera considéré comme du temps de travail effectif. Donc, attention à ça. Et un petit point d'attention, si vous êtes dans des entreprises où il y a des notions de sécurité avec des habillages, hein, des tenues obligatoires à porter, si la tenue est obligatoire et qu'elle doit impérativement être mise sur le chantier ou sur le lieu de travail, dans ce cas-là, ce temps d'habillage serait, lui, considéré comme un temps de travail effectif. Hein. Dans le cas où la tenue est obligatoire, demandée par l'employeur, question de sécurité hein, pour des travaux particuliers, et si la tenue doit être mise sur le lieu de travail, alors dans ce cas-là, ce temps d'habillage est considéré comme du temps de travail effectif. Donc cette notion de trajet, elle est importante parce qu'elle va vraiment avoir une incidence sur le décompte des temps de travail, notamment pour les heures supplémentaires. Donc il faut vraiment clarifier cette situation au départ. Je continue. Donc là, on a vu le temps de travail effectif. Alors, le temps de travail effectif, ensuite, on va s'axer sur la durée du travail. Alors, la durée du travail, on va commencer par un petit point sur les durées principales qui sont à prendre en compte, c'est-à-dire l'encadrement général de cette durée dans le bâtiment. Alors, vous savez que la durée légale du travail, aujourd'hui, elle est fixée sur 35 heures par semaine. Ça, c'est le code du travail. C'est la règle par défaut, d'accord ? Et ces 35 heures, elles sont comptabilisées par semaine civile, du lundi matin jusqu'au dimanche soir minuit, d'accord ? Ensuite, vous avez une durée minimale de repos. Donc ça, c'est très important. Les temps de repos doivent être vérifiés et doivent être vérifiés d'application à chaque salarié. Chaque salarié doit avoir 11 heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et la reprise du lendemain matin. Il doit bénéficier de ces 11 heures consécutives de repos. Donc ça, c'est une première durée minimale à respecter pour les temps de repos. Et il y a une deuxième durée minimale de repos à observer, c'est le repos hebdomadaire de la semaine, c'est-à-dire 24 heures consécutives, soit une journée. Donc, chaque salarié aujourd'hui doit se voir attribuer au minimum une durée d'une journée de 24 heures, plus les 11 heures de la veille de sa fin de fonction. Donc, ce qui fait 35 heures consécutives de repos hebdomadaire. Ça, c'est une durée minimale obligatoire et légale. Ensuite, il y a des durées, on va redescendre là à la journée et à la semaine. Vous avez des durées maximales maintenant. Donc là, je me suis trompée sur mon PowerPoint, je m'excuse, ici c'est maximal. Les durées maximales de repos hebdomadaire. Donc la première durée, elle est à la journée. La durée maximale journalière de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures. Et c'est bien effectif, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette notion de travail effectif antérieure et bien la maîtriser, parce que les 10 heures sont uniquement sur la partie effective. Ensuite, la durée maximale de la semaine ne doit pas dépasser
48 heures à la semaine. D'accord? C'est le maximum. Quand vous êtes au-delà des 10 heures et des 48 heures, bah, vous êtes en dehors des délais légaux et on verra, ça a des incidences assez importantes qu'on verra par la suite. Pour les ouvriers, ensuite, il y a une particularité, c'est qu'on peut effectuer 48 heures de manière exceptionnelle à la semaine, mais la durée maximale, elle ne doit pas dépasser quand même 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, d'accord? Ou 44 heures en moyenne sur un semestre. Donc, vous voyez, ces 48 heures, c'est plutôt ponctuel. Mais il ne faut pas que ça se répercute en moyenne sur plus de 12 semaines consécutives dans la limite de 46. Donc, il y a quand même des durées quand même à maîtriser. Donc, ça, important. Ensuite, il faut savoir un point très important, c'est que pour les ouvriers et les étames, dans les entreprises du bâtiment, ils ne peuvent pas travailler plus de 5 jours consécutifs. Donc, ça, c'est important aussi. Si toutefois, ils étaient amenés à travailler pour un ouvrier, s'ils étaient amenés à travailler un 6e jour, il faut savoir que ce 6e jour engendrerait l'obligation de donner un repos compensateur par rapport à ces heures-là. Hein. Donc ça, c'est très important, cette notion de 5 jours maximum. Et puis, alors ça, c'est pour les ouvriers. Pour les étames et les cadres, j'ai fait un petit point. La durée moyenne hebdomadaire, elle, ne doit pas dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Donc, faites attention à penser que le 48 heures n'est pas du systématique, mais plutôt du ponctuel, parce qu'il y a du durée plafond moyenne à respecter, d'accord, sur plusieurs semaines. Donc, ces durées-là, minimales, maximales, il faut bien les avoir en tête pour le suivi. Alors, on va passer aux heures supplémentaires. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de voir qu'est-ce qu'une heure supplémentaire, comment je la calcule, et puis de savoir après comment je la rémunère, à quel taux de majoration, puisque ça paraît assez évident, mais en fait, il y a des petites subtilités par rapport à ce fameux travail effectif. Alors, le principe des heures supplémentaires. La durée légale du travail, 35 heures par semaine, c'est la durée légale d'aujourd'hui, hein, par défaut. La décompte du travail se fait sur la semaine, d'accord? C'est une organisation par défaut, on calcule les heures sup à la semaine. La durée du travail à prendre en compte pour les heures sup est celle assimilée à du temps de travail effectif. Ce qui veut dire une chose très simple, c'est que les heures supplémentaires qui subissent une majoration ne seront uniquement celles qui dépasseront le temps de travail effectif. D'accord? Une heure supplémentaire n'a de majoration que si celle-ci dépasse le temps de travail effectif de 35 heures. Donc, ça veut dire quoi globalement? Ça veut dire que vous pouvez effectuer un volume d'heures supplémentaires qui sera majoré et ou non majoré. D'accord? Ça dépendra de cette notion de seuil de travail effectif. Alors, juste après la présentation des principes, on va voir des exemples très précis sur 7 cas différents. Et ces heures supplémentaires, elles s'évaluent du lundi au dimanche sur la semaine complète et par salarié. Donc ça c'est important de bien avoir ce principe-là. Au niveau du paiement, alors les heures supplémentaires, elles vont donner lieu à majoration si elles dépassent le temps de travail effectif. Et cette majoration se décompose sur 2 paliers. Le premier, toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures, de la 36e à la 43e heure sont majorées à 25% du taux horaire du salarié. Et les heures qui vont dépasser à partir de la 44e heure seront, elles, majorées à 50% du taux horaire. Donc ça, c'est des dispositions conformes au droit du travail. Si je vais trop vite ou pas, il faut me le dire. Ensuite, une seconde notion très importante, on a parlé du paiement des heures supplémentaires. Mais vous avez, en tant qu'employeur, une possibilité de mettre en place ce qu'on appelle le repos compensateur de remplacement. En fait, cette possibilité, c'est en lieu et place de payer les heures supplémentaires avec leur majoration, on a la possibilité de compenser ces heures par un repos de nature équivalente. Alors, quand je dis repos de nature équivalente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là on a un petit exemple, un salarié qui aurait effectué 36 heures effectives dans une semaine, sur une base contractuelle de 35, donc aurait une heure supplémentaire. Si on la payait, on paierait une heure majorée de 25% du taux horaire. Si on souhaite la compenser par un repos compensateur de remplacement, alors dans ce cas-là, on aurait bien 1h25, 1 heure à 25%, soit 1h15 à récupérer. Ce n'est pas la compensation, et c'est souvent l'erreur qui est faite, ce n'est pas la compensation d'une heure par une heure, d'accord? Parce que ça, ce n'est pas légalement fondé, c'est-à-dire qu'il faudrait être dans un aménagement du temps de travail un petit peu différent. Or là, la loi, c'est compenser le paiement par une majoration, par un repos équivalent. Donc, 1 heure d'heure supplémentaire serait compensée par 1 heure et quart de repos. Donc ça, c'est important, ça doit être strictement équivalent.
Et le repos compensateur, aujourd'hui, peut être mis en place sur plusieurs critères. Donc, si vous êtes dans une entreprise où il y a un délégué syndical, il faudra négocier cette disposition par accord d'entreprise. Si vous n'avez pas de délégué syndical, mais que vous avez la présence d'un CSE dans votre entreprise, il faudra effectuer une décision unilatérale, donc une mise en place par l'employeur sur avis favorable avec avis favorable du CSE. Et si vous n'avez ni délégué syndical, ni présence d'un CSE, dans ce cas-là, l'employeur pourra mettre en place cette disposition par simple décision du chef d'entreprise. Et il faudra bien sûr en informer les salariés et faire une notification à l'ensemble des salariés. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est important, mais il faut bien compenser l'intégralité de la valeur de l'heure supplémentaire. D'accord? Donc ça c'est important. Une dernière note. Donc là on a vu comment on calcule les heures supplémentaires. Il y avait une question sur les heures supplémentaires, je crois, sur le… On voulait, oui, y répondre à la fin, mais on peut… D'accord, ok, pas de souci. Je vais y répondre en même temps quand on aura vu les exemples. Parce que d'avoir vu les exemples, ça permettra d'être plus clair pour répondre à la fameuse question. Ça ne vous dérange pas? Donc là, on a vu les heures supplémentaires quand elles se déclenchent. On a vu la partie paiement, c'est-à-dire qu'on peut payer ou éventuellement compenser. Et puis une dernière notion importante, et celle-ci très importante, c'est le fameux contingent d'heures supplémentaires. Alors ça, c'est une seconde limite. Le contingent, ce qu'on appelle le contingent annuel. Alors le contingent annuel d'heures supplémentaires, il est fixé par la convention collective à 180 heures. Vous savez que la loi le fixe à 220, mais vous avez la convention qui, elle, le diminue et qui le porte à 180 heures pour un aménagement du temps de travail 35 heures semaine. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va comptabiliser toutes les heures supplémentaires chaque semaine, on va les cumuler, et dès qu'elles vont dépasser ce fameux contingent de 180 heures, non seulement les heures effectuées au-delà vont donner lieu au paiement des heures supplémentaires ou alors au paiement des heures supplémentaires normalement, mais en plus, elles doivent donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos de la même durée. C'est-à-dire qu'un salarié qui arrive à 180 effectue une heure supplémentaire au-delà des 180. Une heure supplémentaire, il effectue une semaine à 36 au-delà des 180. Il va avoir une heure supplémentaire payée à 25 et il aura en plus une heure compensée en repos. D'accord? Et ça, c'est dès qu'on dépasse ce fameux contingent. Donc, c'est important de suivre les heures supplémentaires sur l'année parce que dès le déclenchement du dépassement des 180 heures, il faut que ce compteur d'heures soit cumulé. Et dès qu'on arrive à 7 heures de contrepartie obligatoire en repos, ça déclenche la possibilité de prendre une journée de repos. Et il faut absolument informer le salarié de ce droit à repos compensateur. Et on va voir l'incidence que ça a si toutefois on ne les comptabilise pas ou qu'on ne les prend pas en compte. Le contingent annuel est différent selon qu'on est à la semaine ou en modulation sur l'année. En modulation ou pas. C'est pour ça que là… Vous le précisez après peut-être. Oui, là, je l'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'on est sur 180 pour un mode d'aménagement sur 35 heures semaine classique, sur un mode d'aménagement légal pur par défaut. Par contre, effectivement, si demain vous avez un aménagement du temps de travail, on va dire en moyenne sur l'année, le contingent est moindre. Donc, on en parlera juste après quand on verra les organisations du temps de travail. Okay. Mais il sera moindre, effectivement. Merci. Alors, on va voir du coup un petit point par contre important. Alors, ça fait beaucoup de notions. Il faut savoir par contre un point spécifique. Le traitement des heures prises en compte dans le travail effectif pour le calcul des majorations d'heures supplémentaires n'est pas le même que les heures à prendre en compte pour les heures qui vont entrer dans le contingent. Alors ça, vous me direz que c'est un peu tordu, mais c'est quand même vrai. Donc, je vais vous donner un petit tableau. Puis après, dans les exemples, ce sera formalisé. Aujourd'hui, vous allez voir que le contingent, c'est plus restrictif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir payer des heures supplémentaires majorées parce qu'on va dépasser le temps de travail effectif. Et pour autant, elles ne peuvent pas entrer dans le contingent d'heures. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut suivre les temps. Parce que vous pouvez très bien payer des heures supplémentaires, mais ne pas avoir de repos dépassant le contingent. Donc, c'est important ce suivi parce que sinon, si vous n'avez pas de preuve, on va déclencher pour l'ensemble des heures supplémentaires, on va prendre la totalité et puis on va déclencher le repos. Donc, aujourd'hui, vous voyez sur un petit tableau assez simple, sur des points principaux, ça, c'est toutes les natures d'heures ou de temps, en plus du temps réel passé sur chantier dans
dans leur fonction principale, qui vont être assimilés à du temps de travail effectif pour prendre en compte le déclenchement des heures supplémentaires. Et vous voyez qu'ici, tout de suite, il y a des temps qui sont non pris en compte pour savoir si elles rentrent dans la partie contingent. Ça veut dire qu'on va avoir deux compteurs à vérifier, à la fois les heures supplémentaires et à la fois le suivi du contingent. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus restrictif. Hein? D'accord? Donc, on va le voir à travers les exemples. Alors, on va partir sur des exemples tout à fait basiques, très simples, et on va incorporer au fur et à mesure des événements, des particularités. Alors, le premier décompte, on va partir sur un cas simple. Je suis un salarié, on va partir sur un ouvrier qui est sur une base, vous voyez, 35 heures semaine avec une répartition du lundi au vendredi toute simple. Je n'ai aucun événement particulier sur la semaine. Et ici, voilà mon temps de travail effectif réel que j'effectue. Vous voyez, il a effectué un petit peu plus de temps et il arrive sur la semaine à un temps de travail effectif à 38. Il n'y a pas d'événement particulier, donc j'ai un temps total toujours à 38. Et mon contingent, vu que c'est des heures réellement effectuées, je prends l'ensemble de mes heures. Donc j'ai bien 38 moins 35, 3 heures supplémentaires. Et ces 3 heures sont bien dans le temps de travail effectif. Donc ça va me donner quoi? Je suis dans les 8 premières heures de 35 à 43. Donc mes 3 heures vont être, elles, majorées et payées à 25%. Je suis dans le cadre d'un paiement, hein, on verra le repos compensateur après. Donc mes 3 heures vont être majorées à 25% et payées. Et en plus, ces 3 heures, pour l'instant, sont cumulées dans mon contingent, c'est-à-dire dans le contingent qui va aller jusqu'à 180. Et je le cumule tous les mois. Et dès que je vais dépasser dans mon contingent 180, là, il y aura une incidence de repos supplémentaire. Donc là, c'est simple. J'effectue 3 heures supplémentaires. Elles sont payées majorées à 25 puisque je suis dans les 8 premières heures. Et j'ai 3 heures qui se cumulent dans mon compteur de contingent. Ça va? Cas numéro 2, toujours pareil. Je suis sur un salarié à 35 heures. Je n'ai pas d'événement particulier. Là, il a effectué un petit peu plus d'heures supplémentaires sur la semaine. Donc, en travail effectif réel, il a fait 44 heures. Je n'ai pas d'événement, donc mon temps total comptabilisé de 44. Et mon contingent, ce ne sont que des heures de travail réel effectif. J'ai bien 44. Ici, je dépasse mon seuil de 43 heures. Donc, je vais avoir, puisque j'ai 9 heures en tout, donc je vais avoir mes heures de la 36e à la 43e qui vont être majorées à 25%. Et mon heure qui dépasse ma 44e heure va être, elle, majorée à 50%. Et ensuite, je vais cumuler 9 heures supplémentaires dans mon contingent. D'accord? Donc, si je faisais par exemple 2 semaines de suite, en tout, sur cette semaine, j'aurais 3 heures. Sur cette semaine, j'aurais 9 heures avec une majoration différente. Et dans mon compteur de contingent cumulé, j'aurais déjà 3 plus 12 heures. Et je cumule comme ça chaque fois pour savoir si à un moment donné, j'arrive à dépasser mon contingent de 180 ou pas. D'accord? Donc, il y a plusieurs compteurs à générer au fur et à mesure, dont un qui est le contingent qui, lui, se cumule au fil de l'eau pour voir si à un moment donné, on dépasse. Maintenant, je vais prendre un cas où, tiens, j'ai la prise d'un congé payé. Je suis toujours sur une base 35, mais j'ai la prise d'un congé payé le lundi. Mon salarié, aujourd'hui, il effectue une semaine à 35. Le lundi, il prend un congé payé. Et le reste du temps, donc ici, sur mon temps de travail effectif, le congé n'est pas du temps de travail effectif. D'accord? Donc ici, en temps de travail réel effectif, j'ai bien 0. Ici, il a effectué ses 7 heures. Ici, il a effectué quelques heures supplémentaires réelles. C'est du temps de travail propre de fonction principale sur chantier. Donc ici, vous voyez que mon temps de travail effectif, réellement, il est de 32 heures. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut que je lui enlève 3 heures de travail. Ici, je dois vérifier, mon CP, il est payé, il est valorisé autant. Je ne le fais pas rattraper. Donc ici, je calcule mon temps total valorisé avec mes événements. Donc j'ai bien mes 32 heures de travail effectif pur. Et à côté, je valorise mon congé à l'heure théorique, ce qui me fait 39 heures. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que par rapport à 35, j'ai bien 4 heures effectuées en plus sur ma semaine. Mais sur ces 39 heures, je n'ai que 32 heures de travail effectif. Mon temps de travail effectif, lui, est inférieur à 35. Donc mes 4 heures effectuées au-delà des 35 ne sont pas majorées puisqu'ils ne dépassent pas le temps de travail effectif. Elles seront payées au taux normal. C'est-à-dire que, étant donné que je ne dépasse pas le temps de travail effectif, je vais quand même payer les 4 heures, d'accord, parce qu'elles ont été effectuées, mais elles ne seront pas majorées. D'où cette notion de temps de travail effectif et de bien vérifier s'il y a un dépassement ou pas. Par contre, ici, mon temps de travail effectif, vous voyez, le CP n'est pas un temps de travail effectif pour le contingent. Je n'ai, malgré que je paye 4 heures supplémentaires mais non majorées, je ne vais pas avoir d'heures qui vont rentrer dans mon contingent. Donc, il y a une déconnexion entre le paiement des heures et le contingent. D'accord? Plusieurs compteurs à vérifier en même temps. Est-ce que ça va, cette notion?
Ensuite, on va prendre un cas où là, j'ai toujours mon congé payé le lundi, mais j'ai effectué plus d'heures sur la semaine. Donc là, vous voyez, j'ai toujours un temps de travail effectif 0 pour le jour, mais je le valorise dans mon temps total. Ici, j'ai effectué beaucoup plus d'heures et j'arrive à un temps de travail effectif à 36. Et si je valorise ma journée de congé, j'arrive à un temps total à 43. Donc si je fais mon temps total 43 moins 35, je vais avoir plus 5 heures. Mais mon temps de travail effectif, lui, ne dépasse que d'1 heure au-delà de 35. Ce qui fait que sur mes 5 heures, je vais bien avoir 1 heure qui va être majorée à 25, puisqu'il n'y a qu'une seule heure qui dépasse les 35 heures et qui est comprise entre la 36e et la 43e. Donc, je vais bien avoir 1 heure majorée. Et le reste de mes heures, mes 4 heures, pour arriver à mon temps total, le dépassement, seront, elles, non majorées. Et à côté, du coup, je vais avoir quoi ici? Mon temps de travail effectif contingent est bien de 36. Donc, j'aurai une seule heure qui va rentrer dans le contingent. Donc, je vais bien payer 5 heures en tout, une partie non majorée, une partie majorée, et je n'aurai bien une seule heure qui va rentrer dans le contingent. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est à chaque semaine de vérifier la notion de travail effectif et la notion de temps total valorisé. Donc c'est pour ça que, alors je vous fais un petit point là, purement cabinet comptable, mais quant à nos clients, où vous avez vos cabinets, quand vos cabinets vous demandent d'avoir le décompte détaillé à la semaine des temps journaliers qui ont été effectués, c'est qu'ils en ont besoin pour aller calculer tous ces petits compteurs pour savoir quelles majorations sont dues et applicables et où on en est dans nos contingents. C'est pour ça que on vous demande beaucoup de détails pour établir une paye, parce qu'on a besoin de ça pour savoir quelles sont les notions réellement à mettre sur vos bulletins pour rémunérer le salarié. Donc c'est important d'avoir ce détail, parce que si j'ai fait 43 heures dans ma semaine et que je n'ai pas plus de détails, je ne sais pas vraiment comment ça va se comporter. Donc c'est important d'avoir le détail. D'accord ? On va voir un cas maintenant où on ne va pas payer les heures supplémentaires, mais on va les compenser par un repos. Donc mon salarié est sur une base 35, toujours. Il n'a pas d'événement particulier. Il effectue 38 heures dans sa semaine. Donc j'ai bien 3 heures d'heures supplémentaires. Et ces 3 heures, en fait, si on les compense par un repos total, ce n'est pas 3 heures qui vont aller dans le compteur, mais c'est bien 3 heures multipliées par 1,25, donc 3 heures majorées de 25%. Donc je vais arriver à mon compteur de repos à cumuler 3h75, soit 3h45 minutes de récupération. D'accord ? Ce n'est pas du 1 heure pour 1 heure, c'est une récupération y compris majoration. Par contre, point très important, vous voyez là, pourtant, j'ai bien du travail effectif ici, mais je n'ai pas mis d'heures dans le contingent. Pourquoi ? Parce que, ça je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, je le précise maintenant, si vous compensez l'intégralité des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement, ces heures-là n'entrent pas dans le contingent. D'accord ? Alors, petit bémol, il faut faire attention de se dire, ok, je compense toutes mes heures par un repos compensateur, comme ça, je n'ai pas de contingent, je suis tranquille. Oui, après, il faut faire attention, si vous avez des compteurs de repos compensateurs de remplacement qui explosent parce que vous ne les faites jamais récupérer, si demain il y arrivait éventuellement un accident du travail, s'il y avait un contrôle, on pourrait vous reprocher du fait de ne pas faire récupérer les heures à vos salariés, et ça pourrait avoir une incidence assez importante dans le statut sur la faute éventuellement liée à l'accident du travail. Donc le repos compensateur, oui, vous pouvez le pratiquer, mais il faut le faire récupérer régulièrement parce que c'est un repos qui est dû aux salariés et on doit respecter le fait qu'il puisse se reposer. Donc attention de ne pas mettre ça dans un repos, puis que ça dorme et puis qu'on se retrouve avec des compteurs très importants qu'on ne puisse plus gérer derrière, parce qu'en cas de sortie, il faudrait les payer. Donc si vous arrivez à des compteurs très importants, il faut penser au paiement que ça peut engendrer d'un coup et puis à la problématique de récupération. Deuxième cas, alors là je le fais parce que c'est une particularité. Par défaut, le jour férié, normalement, n'est pas du temps de travail effectif, sauf que dans la convention collective du bâtiment, il est spécifié par écrit, noir sur blanc, que le jour férié qui tombe un jour normalement travaillé est considéré comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Par contre, le contingent, lui, il est plus restrictif, c'est pas pris en compte. Toujours des petites subtilités dans le droit du travail, on aime bien. Alors, du coup, je suis toujours sur une base 35, mais vendredi, c'est un jour férié. D'accord ? Je ne le travaille pas. Il n'est pas travaillé. Malgré tout, les 7 heures, elles vont rentrer dans le travail effectif. C'est comme ça, c'est la convention qui le prévoit pour les ouvriers. Donc, je vais bien avoir 38 heures de travail effectif. Du coup, mon temps total est valorisé à 38. Donc, j'ai bien 3 heures supplémentaires, dont 3 heures effectives. Donc, mes 3 heures vont bien être majorées à 25%. Cependant, le contingent étant plus restrictif, je ne valorise pas mes heures de férié, je n'atteins pas les 35 heures, du coup, je n'ai pas de contingent. Donc, vous voyez qu'à certaines semaines,
si on ne fait pas ce calcul, on va pouvoir augmenter le contingent sans le vouloir, alors qu'en fait, on ne pourrait ne pas en avoir. Et c'est important, hein, ça évite d'avoir des repos déclenchés à tort qu'on ne pourrait pas gérer derrière. Donc voilà, c'est pour vous montrer vraiment cette notion de plusieurs compteurs à suivre. Et c'est important de pouvoir les avoir les uns à côté des autres et de suivre ça au détail. Hein. Donc ça, c'est voilà, important. On va répondre. Alors, il y avait une question justement. Oui, il y a eu 3 questions. La première question, c'était dans l'entreprise, il y a eu parce que la question m'avait été posée préalablement, donc une décision unilatérale de l'employeur sur une base de 39 heures. Donc la question était les heures supplémentaires commencent à être payées à partir de quelle heure sur une base 39 heures. C'était la question de Tiffen Kinney. Alors, aujourd'hui, si vous avez embauché votre salarié à 39 heures, c'est de savoir, ça veut dire qu'il a été contractualisé sur une base 39 heures. On est d'accord? Ça veut dire que tous les mois, on lui paye de manière lissée ces 39 heures. Donc déjà qu'on câble sur la base. C'est-à-dire que tous les mois, jusqu'à ces 39 heures, c'est lissé sur le bulletin, payé mensualisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, les heures de 35 à 39, si c'est contractuel, elles sont déjà payées via le bulletin de salaire de manière lissée. Et ensuite, vous n'allez comptabiliser vos heures qu'à compter de la 40e heure, mais toujours sur les limites que l'on a vues là. C'est-à-dire qu'un salarié qui effectuerait 40 heures sur une semaine, vous auriez vos 35 à 39, les 4 premières heures seraient déjà payées au niveau contractuel sur le bulletin, et vous devriez rémunérer 1 heure en plus au réel à 25%, puisque vous êtes toujours entre la 36e et la 43e heure. Mais ça veut dire que sur le bulletin, de la 35 à la 39e heure, elles sont déjà majorées. Oui, elles sont déjà majorées et payées, lissées tous les mois. Si c'est bien C'est-à-dire que le décompte, comme il se ça. fait systématiquement à partir au-delà de la 35e heure. Oui, parce que c'est contractualisé, si je comprends bien, les 39 heures. Ouais, mais que ça soit contractualisé ou pas, ça ne change rien. C'est-à-dire que Majoré. les heures sup, elles sont décomptées à partir de la 36e heure. C'est ça, oui. Seulement quand c'est Quand on est dans une organisation du travail à la semaine. À la semaine, tout à fait, oui. Voilà. Donc après, juste, il y a une subtilité dans la question, c'est heures supplémentaires récupérées selon une décision unilatérale. Donc, est-ce qu'on parle d'une décision unilatérale avec un repos compensateur de remplacement? Oui, c'est ce qui avait été évoqué par dans la question. Oui, absolument. Donc, si on est dans ce cadre-là, s'il y a bien une décision unilatérale de l'employeur en bonne et due forme, communiquée aux salariés, indiquant qu'au-delà de 39 heures, les heures qui sont payées sous forme de repos compensateur, effectivement, les heures faites à partir de la 40e heure seront payées sous forme d'un repos et pas du tout, n'apparaît-on pas sur le bulletin de salaire en tant que heures payées majorées. Par contre, attention, c'est ce que disait Claire tout à l'heure, quand vous faites le repos compensateur, ce n'est pas 1 heure égale 1 heure, c'est en fonction de l'heure qui a été faite, c'est-à-dire que si de la 40e à la 43e heure, ça sera 1 heure 15 minutes. Par contre, si on est sur 1 heure qui est au-delà de 43 heures, donc si on est sur 44 heures par exemple, il y en aura jusqu'à la 43e heure qui seront avec un congé de 1 heure 15 minutes, et au-delà de la 43e heure, la 44e heure, elle, sera valorisée à 1 heure 30 minutes. Hein, on n'est pas sur 1 heure faite en plus égale 1 heure de repos. Alors, ce qui est important, c'est quand vous dites 39 heures, comment votre décision unilatérale est faite? C'est-à-dire, est-ce que vous avez contractualisé les gens à 39 heures et de 35 à 39, du coup, c'est majoré, payé, lissé sur le bulletin, et la récupération vient au-delà des 39. D'accord? Donc, vous pouvez très bien avoir les heures de 35 à 39 qui soient, elles, payées et lissées parce que c'est contractuel sur la paye et n'avoir du repos compensateur qu'à compter de la 40e heure. Ça, il faut que ce soit clairement bien spécifié dans la décision unilatérale. D'accord? Parce que vous pourrez très bien avoir quelqu'un à 39 qui est sur une base 35 au niveau de son contrat de travail, et du coup, c'est toutes les heures qui seraient récupérées. Ça dépend également comment ça a été contractualisé dans le contrat, et ça dépend comment votre décision unilatérale, elle est rédigée. D'accord? Mais vous pouvez très bien avoir quelqu'un à 39 payé de 35 à 39 majoré tous les mois lycée, et au-delà, effectivement, ça commencerait à partir de la 40e heure, le repos compensateur, avec les majorations applicables. D'accord? Donc, ça veut dire que je suis payé 39 heures sur une semaine, je fais 40 heures, je suis payé 39 heures majorées,
Par contre, la 40e heure, elle est récupérée à 1h15 minutes. Ça, c'est votre décision unilatérale qui doit clairement l'expliciter, hein, de savoir que c'est bien au-delà de l'horaire contractualisé et que pendant ce qui est contractualisé, c'est bien majoré et payé. Il y avait d'autres questions éventuellement? Ah, à mon avis, il y a eu un petit… Là, on n'entend plus personne. Est-ce que vous nous entendez? Moi, je vous entends et en On partage. Mais Moi, je vois tout. je vous entends. Mais j'ai plus le support sous les yeux. C'est les tâches du dessous, c'est pour ça. C'est pour Ah, ça. ça y est, Ça capte mieux. le support. D'habitude, on dit que plus on monte. Bah, vous pouvez C'est bon peut-être, pour tout le monde. puisqu'on vous entend, vous pouvez peut-être nous donner les poser des questions questions. en attendant que… Sinon, vous les avez sur la partie sur le côté. conversation, sur le côté. Le problème, c'est que nous, quand on partage l'écran, on ne le voit pas. Voilà, c'est pour ça, je pense qu'on les voit. Alors, il y a les établissements JAF qui demandent est-ce que ce sont les mêmes conditions pour les ETAM? Oui, pour le paiement, la possibilité de mettre en récupération. Oui, je pense que c'est ça, puisque ça intervient dans ce… Oui, alors aujourd'hui, le décompte, tout ce qu'on a vu là sur le décompte du temps de travail, c'est le même décompte ou le même calcul pour un ETAM. La seule petite différence, ça je l'ai mis, c'est que le jour férié, lui, pour le coup, s'il tombe sur un jour travaillé, ce n'est pas du temps de travail effectif. Voilà, c'est la seule petite particularité, c'est-à-dire que dans mon exemple là qui est à l'écran, ici, en fait, on aurait 0 en temps de travail effectif. D'accord? Là, c'est spécifiquement pour les ouvriers. Sinon, le décompte, c'est le même, hein, pour quelqu'un qui a la semaine, c'est le même. Le décompte, les majorations et la mise en place du repos compensateur de remplacement, c'est pareil, hein, s'il est effectivement mis dans un cadre juridique propre, il est possible de le mettre en place également. Hein, et les 5 jours travaillés maximum également pour les ETAM. Donc oui, hein, le décompte du temps de travail à aujourd'hui reste le même. Hein. Le contingent également. Hein. D'accord. Alors, Julien Durieux nous demande s'il n'y a pas une erreur dans le slide numéro 17 sur le nombre d'heures temps total. Ici. Total. Je suppose, oui. J'ai pas. Le temps Julien, total, si vous voulez nous donner un détail de ce qui vous chiffonne. Non, c'est 37 plus 30. 36 plus 7. Ouais. En fait, le temps total, c'est le temps de travail effectif et la valorisation des autres temps pour calculer la totalité du nombre d'heures effectuées au-delà de 35. Donc ici, on a bien le temps de travail effectif à 36, auquel on rajoute 7 heures de valorisation de CP. Je suis bien à 36 plus 7, 43, ce qui me donne bien 43 moins 35, j'ai bien 5 heures en tout effectuées au-delà. Mais pour savoir si ces heures, et elles sont bien effectuées ici, les 5, hein, 1, 2, 3, 4, d'accord? Si ici, les heures sont… Alors attendez, il y a peut-être un sur le calcul. 1, 2, 3, 4, 36, non, 7, 43. J'ai bien 5 heures au total valorisées en plus, mais je n'aurai qu'une heure de temps de travail supérieur au temps de travail de 35 heures. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut toujours se dire, aussi, oui, y a pas de problème. je prends le temps de travail, il faut déconnecter, je prends le temps de travail effectif. La première chose, c'est dénombrer le nombre d'heures totales au-delà de 35, peu importe qu'elles soient effectives ou non. Donc, je cumule mon temps de travail effectif avec mes temps valorisés, autres temps, CP et autres, et je fais la différence avec 35. Ça me donne un volume d'heures, donc ici 5 heures, total. Et ensuite, je vais regarder à l'intérieur de ces 5 heures, qu'est-ce que je dois majorer ou qu'est-ce que je ne dois pas majorer. D'accord ? En fait, l'idée, c'est qu'on a une déconnexion entre le nombre d'heures supplémentaires et celles qui seront majorées ou pas. Oui, ça dépendra du temps de travail effectif. Avec cette notion de temps de travail effectif. Temps de travail effectif et ce qu'on paye. Et comment on le paye, en fait. Donc, on paye bien les 5 heures, mais avec une modulation. Ah non, je sais, oui, il a dit éventuellement qu'il y avait une erreur, peut-être. C'est moi. Je pense que c'est là. Effectivement, là, 43 moins 35, ça fait 8. C'est là, il devrait y avoir 8 heures. Oui, je suis d'accord sur le sujet. Voilà, c'est moi. Ici, 43 moins 35, ça fait bien 8 heures. D'accord ? Et dans les 8 heures, je n'ai bien qu'une heure qui est dans le travail effectif. Donc ici, je devrais avoir 1 heure et ici, je devrais avoir 7 heures. Excusez-moi pour le calcul.
Les chiffres, C'est pas mieux son comme ça? truc, hein. Comment? Un bon point pour Julien Durieux. Ouais. Voilà. C'est ici, dans le 43 moins 35, ici, je vais avoir 8 heures en tout, dont 1 heure de travail effectif. Donc ici, j'ai bien 1 heure payée à 25, et ici, je vais avoir 7 heures. La différence se fait ici, hein. C'est moi, excusez-moi, oui, tout à fait. Ok. Une dernière petite question sur ce thème-là, parce qu'on n'a pas terminé, mais si nous avons opté pour la modulation, les heures en repos compensateur seront-elles majorées? Alors, si vous avez opté pour la modulation, c'est-à-dire l'annualisation et la modulation, c'est-à-dire un système d'aménagement du temps de travail dérogatoire qui permet en fait de lisser sur plusieurs semaines la moyenne sur 35 heures. Si vous effectuez des heures au-delà de 35 une semaine, elles vont être compensées par des heures que vous ferez en moins sur une autre semaine. Les heures qui sont effectuées à l'intérieur de la période, en plus des 35, ne sont pas majorées, puisqu'elles sont censées être compensées par des heures effectuées en deçà de 35 sur une semaine à l'intérieur. Donc les heures effectuées en plus et en moins à l'intérieur de la période ne sont pas, elles, majorées. D'accord? Dans certaines limites maximales. Elles ne sont pas majorées, c'est simplement du plus et du moins. D'accord? Par contre, à la fin de votre période de modulation ou d'annualisation, on va regarder ce qui reste dans le compteur. Et effectivement, s'il reste des heures qui n'ont pas, si vous n'avez pas une moyenne à faire 0 à la fin, là, effectivement, ces heures-là, en fonction du travail effectif, mais lissées sur l'année, seront, elles, éventuellement majorées. Mais à l'intérieur de la gestion de la période, les heures en plus et en moins, elles ne sont pas majorées. Est-ce que ça répond à votre question? Personnellement, moi, ça me paraît très clair. Sans jeu de mots. Bon, moi, je pense que vous pouvez dérouler, allez-y, c'est bon. On n'a pas eu d'autres questions depuis, donc allez-y. Alors, on va passer à un point important. Donc là, on a fait des petits exemples, etc. Mais l'objectif, en fait, de ça, c'est peut-être un petit peu laborieux, effectivement. Hein, c'est pas tout simple non plus. Mais c'est très important de le suivre et de garder des preuves de ce temps de travail pour des raisons qu'on va voir juste après. Alors, le suivi du temps de travail, comment ça se passe? Aujourd'hui, l'employeur est tenu de contrôler cette durée du travail, d'accord? Et d'informer ses salariés sur effectivement les calculs d'heures supplémentaires et les fameux repos éventuellement qui y sont attachés. Il faut que ces documents puissent être tenus à disposition de l'inspection du travail en cas de contrôle, très important, hein, pour justifier effectivement du travail, pour plusieurs raisons, pour justifier éventuellement effectivement du déclenchement des heures supplémentaires, pour effectivement, en cas, je vous le dis toujours, mais demain, s'il arrive un accident du travail assez grave, l'inspection du travail, elle peut descendre et puis demander un petit contrôle des temps de travail pour savoir si demain un salarié fait 70 heures par semaine et qu'il lui arrive un accident du travail, si vous voulez, ça fait tout de suite pas bien, quoi. Donc, ils peuvent vous demander tous ces décomptes hein, pour justifier effectivement si tout a été mis en place pour éviter des éventuels accidents de fatigue ou autres. Donc ça, c'est important que vous ayez des documents de suivi. Et le contrôle, il a pour objet effectivement de s'assurer que les heures travaillées soient bien payées au taux de majoration prévu, de vérifier que les durées maximales éventuellement ne sont pas dépassées, et puis de vérifier l'éventuelle attribution des repos compensateurs afférents. Alors pour faire ce suivi, vous pouvez faire un suivi donc journalier individuel, le suivi doit se faire par salarié, le support. Alors, le support aujourd'hui, on peut mettre des systèmes de badgeage en place. Enfin, sur les chantiers, c'est quand même un peu compliqué. Donc, vous pouvez ça suivre sur un carnet, sur des fiches préétablies, hein, avec bien mentionné donc, le nom, l'identification du salarié, les dates sur lesquelles sont portées les journées, et puis de mentionner l'heure d'arrivée, l'heure de sortie, les temps de pause à chaque fois, d'accord, pour bien qu'on puisse calculer chaque journée le temps qui a été effectué. Donc ça, c'est important. Ensuite, l'enregistrement, il faut savoir qu'attention, si vous donnez des fiches, par exemple, à remplir par vos salariés, parce que des fois, vous n'êtes pas toujours derrière eux, vous leur donnez une fiche à remplir avec son temps de travail. Donc, vous pouvez leur demander d'inscrire leur temps. Par contre, c'est vous qui êtes responsable en tant qu'employeur de l'exactitude et de la régularité de l'enregistrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre 3 ou 4 mois pour se rendre compte de dire « Ah bah, il y a eu des heures sup là, mais attends, elles ne sont pas dues, je ne t'ai jamais demandé de les faire. » Alors ça, c'est un point important parce que c'est souvent un point de litige. Il faut savoir que les heures supplémentaires sont du pouvoir de l'employeur. C'est-à-dire que normalement, les heures supplémentaires sont, si tu me contredis, Hélène, si je me trompe, mais sont effectuées sur demande de l'employeur. Mais dans certains systèmes,
Quand vous êtes sur chantier et qu'il faut finir un chantier parce qu'il y a des choses à finaliser, bah, vous n'êtes pas derrière la personne au chantier pour lui dire « Ah si, tu peux, vas-y, continue ». Donc, l'employé va prendre une liberté de dire « Je dois finir dans les temps, je dois terminer, je vais faire quelques heures supplémentaires ». Bien évidemment, c'est-à-dire que c'est implicite. Mais il faut éventuellement qu'ils préviennent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment les suivre, ces heures supplémentaires. Si jamais vous laissez dérouler des heures, et que demain, vous ne voulez pas éventuellement les payer parce que vous estimez qu'elles n'ont pas été faites avec un objet propre, qu'elles n'ont pas été demandées, ben, ce sera difficile de revenir dessus parce que vous aurez laissé faire. D'accord ? Concrètement, c'est vrai qu'aujourd'hui, des juges, par exemple, ont condamné un employeur. Alors, on disait c'est difficile des badgeuses dans votre type d'activité, mais ça peut être des feuilles de suivi, puisque les gens avaient badgé avec des heures sup, et que l'employeur n'a jamais rien dit. Donc là, je rejoins Claire, c'est-à-dire que quand vous faites enregistrer, et ce qui est souvent le cas, le temps de travail par vos ouvriers, n'hésitez pas chaque semaine à reprendre tout. C'est peut-être fastidieux, mais au moins chaque semaine, vous avez une vision de ce qui a été fait. Vous avez peut-être pu anticiper et dire aussi aux personnes, bah là, la semaine prochaine, le chantier pour le finir, il y aura quelques heures supplémentaires à faire et vous le savez. Donc voilà, c'est toute une gestion qui est importante avec un suivi extrêmement précis parce qu'on va le voir, on le rappellera tout à l'heure, le salarié, s'il veut qu'on lui paye ses heures, lui, il va venir avec ses petits calendriers, il va venir avec ses petites feuilles, il va venir avec tout ça. C'est juste, c'est faux. Bah, si vous ne pouvez pas prouver le contraire, vous allez vous retrouver, vous, dans une situation où on va vous condamner à payer des heures. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant et vraiment suivre ce temps de travail. Le mieux, c'est vraiment de faire toutes les semaines un point pour que derrière, à la fin du mois, vous ayez une paye régulière déjà, qu'il n'y ait pas des régularisations à droite à gauche et surtout que vous n'arriviez pas systématiquement à une contestation des heures réalisées, que vous puissiez tout de suite recadrer ce qui se passe si des salariés font trop d'heures supplémentaires que vous n'avez pas demandé ou qui ne sont pas justifiées. Alors après, je rajouterais juste, imaginons que vous constatez vous pouvez être dans une situation où un salarié fait un peu de zèle, j'espère pas, mais ça peut arriver, ou alors vous constatez qu'il y a on y va, les heures supplémentaires, il y en a. Il faut savoir que l'après-coup, vous êtes obligé de payer celle-ci. Par contre, rien ne vous empêche de notifier au salarié par un écrit le fait que vous lui demandez demain de respecter l'horaire et de ne pas dépasser un certain nombre d'heures supplémentaires dans le travail, sauf si éventuellement il y a quelque chose de précis qui vous le demande ou qu'il vous prévient. Et le fait de le notifier, ça arrête, c'est-à-dire qu'on a informé. Que si vous ne faites rien et qu'on continue à comptabiliser des heures, ce sera très difficile demain de pouvoir ne pas lui payer ou de les mettre de côté si demain il allait au contentieux pour réclamer ces heures-là. Donc, c'est très important de notifier une situation quand elle déborde ou quand elle dépasse le cadre et qu'elle ne vous convient pas. Aujourd'hui, on est un peu dans la procédure, mais il faut le notifier pour arrêter et dire à un moment donné que vous avez exercé votre pouvoir d'employeur. D'accord ? Petite question tout à fait pratique. L'employeur demande à ses salariés de lui remettre la fiche toutes les semaines. Et le salarié se fait tirer l'oreille ou ne la remet pas. Est-ce que l'employeur peut lui dire qu'il ne sera payé que s'il il remet les documents qui lui sont demandés? Alors, un peu complexe, mais bon, ça arrive souvent. On va dire qu'il sera payé de son temps contractuel. Ça, c'est une certitude. D'accord ? Ensuite, il y aura des possibilités de contester pour l'employeur a posteriori si le temps contractuel n'aurait pas été effectué. Le salarié, lui, moi je pense que ce qu'il faut aussi, c'est que l'employeur cadre les choses avec ses salariés et carrément fasse une note de service en indiquant comment sont enregistrés les temps tous les mois, toutes les semaines. Et là, le salarié, si vous voulez, il se retrouvera avec un document, éventuellement contresigné de sa part, qu'on prouve bien qu'on lui a remis le document. Chaque fois que vous mettez des systèmes en place, n'oubliez pas, c'est une petite aparté, qu'il faut arriver à prouver que le salarié en a eu connaissance. Donc, rien ne vaut une bonne signature d'une liste d'émargement quand on fait des notes de service pour prouver que le salarié en a eu connaissance. Et dans ce cadre-là, tant qu'il ne vous a pas fourni les heures qu'il a faites en plus, vous n'aurez pas forcément à les rémunérer puisqu'il ne vous les a pas fournis. Par contre, son temps de travail contractuel, je ne vois pas qu'on ne lui paye pas.
Par contre, moi j'ai une question, du coup je participe aussi. Est-ce qu'on pourrait le sanctionner pour ça? Si à plusieurs reprises, malgré qu'on ait fait une note de service, on a fait la note de service, on a informé, mais il continue à ne pas vouloir remettre cette feuille ou à pas à la compléter. Est-ce qu'on pourrait mettre en place une sanction? À partir du moment où on a bien fait la note de service et qu'elle a été notifiée, on peut se dire qu'à un moment donné, le fait de ne pas transmettre son temps de travail, ça peut représenter aussi un risque pour l'entreprise. Je réfléchis en même temps. C'est peut-être pas une réponse à exactitude absolue. C'est un problème de discipline, donc qui peut être sanctionnable à mon sens. Oui, voilà, mais c'est aussi le fait que l'employeur ne pouvant pas suivre correctement le temps de travail de son salarié, s'il y a une difficulté, s'il y a un accident du travail ou quoi que ce soit, c'est lui qui va être impliqué. Donc, il y a aussi toute cette partie qui fait qu'on peut considérer, si on a bien mis en place un dispositif carré avec cette note de service, considérer qu'on est bien sur du terrain disciplinaire. Ok. Donc voilà, donc suivi important. C'est laborieux certes, mais après ça s'inscrit dans une méthodologie et c'est important de le mettre en place. Un récapitulatif, donc un suivi individuel journalier à la semaine, donc document à la semaine ou document au mois. Après, on peut faire différents types de documents. Et il faut qu'il y ait un récapitulatif hebdomadaire. Le récapitulatif hebdomadaire, il est important pour une raison simple, c'est pour le calcul des heures supplémentaires quand on est sur un régime de calcul à la semaine. Et puis une deuxième chose, dès qu'il y a attribution de repos compensateur, qu'il soit lié au repos compensateur de remplacement, c'est-à-dire remplacement du paiement des heures, ou lié au dépassement du contingent, la contrepartie obligatoire en repos, les salariés doivent être informés et on doit porter à leur connaissance ces compteurs-là de suivi. Alors, soit à travers le bulletin de paye, soit à travers une annexe que l'on remet chaque mois, mais ils doivent en être informés. Ça, c'est important. Alors, point d'attention. Pourquoi il est important de suivre les temps? Alors, il y en a un qui était déjà là avant, dont Hélène vous a parlé, c'est-à-dire le fait qu'un salarié demain, ici c'est mon deuxième point, en cas de divergence, un salarié vient avec toutes ses petites preuves à lui, des preuves qui sont assez étayées, un petit carnet qu'il a tenu lui, jour par jour, un agenda où il met toutes ses heures, à quelle heure il arrive, à quelle heure il termine. S'il a des éléments assez précis, il va demander effectivement au prud'homme de se faire payer ses heures, et ce sera à vous, employeur, d'apporter la preuve pour contester ces décomptes. Si vous n'avez pas de preuves pour contester les décomptes, entre guillemets, le juge va trancher le fait que les heures sont éventuellement dues. Donc ça, c'est important d'avoir ce suivi-là pour si demain vous avez un litige. Et la deuxième chose, c'est que vous savez que depuis 2 ans, les heures supplémentaires sont exonérées de charges salariales et fiscales pour le salarié. Et il faut savoir, donc il y a eu plusieurs redressements de la part de l'URSSAF sur ce point d'ailleurs. Si vous, par exemple, si vous avez dépassé votre contingent d'heures supplémentaires, vous êtes à 190 heures au lieu de 180, vous avez payé les 10 heures supplémentaires avec les majorations, mais vous n'avez pas attribué les contreparties obligatoires en repos, eh bien l'URSSAF considère que vous n'avez pas appliqué les règles de disposition de droit légal, c'est-à-dire l'application de la contrepartie obligatoire en repos, et elle considère que les heures supplémentaires sont entre guillemets illégales, non respectées au niveau du droit, et elle vous redressera les exonérations que vous avez eues. Donc c'est important, ce n'est pas que la majoration, c'est toutes les contreparties qui vont avec. Donc si des heures effectuées au-delà du contingent sont payées, majorées sur le bulletin de paye, bénéficie d'exonération, mais que le contrôleur URSSAF ne constate à aucun moment qu'il y a eu la contrepartie obligatoire en repos de données, alors c'est pour ça qu'il faut la suivre dans un compteur et pouvoir la donner sur un document bien spécifique, dans ce cas-là, ils pourront émettre une régularisation, un redressement sur la partie des exonérations du salarié. Donc ça, c'est important, d'accord? Et puis, il y a un autre élément, si vous avez des suivis de temps et que vous dépassez les durées maximales à la semaine ou à la journée, ces heures supplémentaires-là, elles peuvent être payées et majorées, mais elles ne sont pas censées bénéficier des exonérations de la part de l'URSSAF parce qu'elles sont en dehors des durées maximales. Donc, c'est pour ça que le suivi et le décompte détaillé est important pour celui qui établit la paye parce qu'il va pouvoir justement savoir si ce sont des heures qui sont payées, majorées, non majorées, qui rentrent dans l'exonération de l'URSSAF ou pas. Donc, c'est très important aussi à ce niveau-là. Et vous savez qu'aujourd'hui, les contrôles sur cet élément-là, le contrôle se porte assez souvent. Autre point, faites bien attention, ça je ne l'ai pas marqué. Si vous avez effectivement des ouvriers qui sont contractualisés à 39 heures, c'est-à-dire que leur contrat de travail leur demande de faire 39 heures à la semaine
et on lisse le paiement avec la majoration des heures supplémentaires de la 35 à la 39e heure. Ben, il faut savoir que, alors je vous donne un exemple tout simple de contrôle URSSAF qui a été, comment ils procèdent. Ils vous disent, quand vous êtes à 39 heures contractualisées, en fait, ça vous fait, quand on fait 4 heures supplémentaires mensualisées, ça fait 17,33 par mois, majoré à 25%. Et ben, quand ils n'ont pas trop de détails, s'il n'y a pas de suivi des temps ou de détails, pour savoir s'ils dépassent le contingent, ils font la chose suivante. Je vous le dis parce que ça a été le cas, on l'a vu avec un contrôleur. Ils prennent 17,33 et ils multiplient par 11 mois parce qu'ils considèrent que vous avez à peu près 5 semaines de congés payés, donc à peu près un mois. Donc, ils font fois 11. Et là, ils font, ça fait 190 heures. Donc, vous dépassez votre contingent de 180. Vous n'avez pas émis de contrepartie obligatoire en repos. Donc, on vous redresse sur l'intégralité, enfin, sur la partie qui dépasse les 10 heures, sur les exonérations qui sont fournies, qui ont été prévues. Voilà. Et alors que si vous avez un décompte propre, vous pouvez justifier effectivement qu'éventuellement, selon s'il y a eu des congés, des choses sur la semaine, il n'y a pas éventuellement de contingent à avoir. Donc voilà, eux, ils vont au plus rapide sur une règle théorique simple s'ils n'ont pas de détails, surtout sur les gens qui sont contractualisés. Donc attention à ça, le décompte permet d'éviter ce genre de problématique au niveau du contrôle URSSAF. Alors, petit point pratique que je rajoute, n'oubliez pas de conserver vos documents aussi. Puisque un rappel de salaire, c'est 3 ans, les contrôles, c'est 2 ans. Donc, gardez bien tous les documents. Ce n'est pas à la fin de l'année, on fait le vide. On garde bien tous les documents de suivi du temps de travail pendant plusieurs années pour pouvoir les produire en cas de contestation. Aujourd'hui, c'est l'année en cours et les 3 dernières années, la prescription. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va pour l'instant ? Oui, alors on a 2 questions par rapport au cahier, au relevé d'heures. Donc, une première question, est-ce que le chef d'entreprise peut reprendre les cahiers d'heures des salariés chaque semaine ou chaque mois pour régulariser les heures? Parce que des fois, c'est un peu l'anarchie dans les cahiers. Alors, je serais tenté de dire oui, à condition toujours la même chose, que le relevé final soit signé du salarié pour lui donner preuve. Oui, moi je suis d'accord. À ce moment-là, dès qu'il y a de toute façon éventuellement un cahier où on considère que c'est pas bien rempli, parce que des fois on le fait à la va-vite, l'ouvrier le fait vite chez lui. Des fois, c'est un peu compliqué aussi. Il y a des notions juridiques qui sont un peu compliquées et c'est pas forcément rempli là où il faut dans la bonne case. Moi je dirais que chaque fois qu'il y a des choses comme ça, n'hésitez pas. Ça prend du temps, mais avoir un petit entretien avec le salarié, remettre les choses au clair, le contresigner, et comme ça, il n'y a plus de litige. Et les feuilles doivent être signées par l'employé et l'employeur. C'est une des autres questions que nous avions. Alors, l'avantage, c'est que si c'est signé par l'employé et l'employeur, derrière, il n'y aura plus de contestation. C'est sûr. Maintenant, il y a des entreprises qui ne font pas forcément signer par l'employeur. Si c'est le salarié qui remet sa feuille, l'employeur ne signe pas forcément sa... Oui, il vaut mieux en tous les cas que l'employé est signé et l'employeur dans ses facultatifs. Voilà. Pour éviter tout litige, c'est mieux que tout soit signé par les 2 parties. C'est bon pour les questions. Merci. Alors là, je vais redonner la parole, je vais me reposer un petit peu et je vais donner un petit dé qui a manqué. C'est le soir, ça c'est pas bien pour le soir. Donc je vais vous passer la parole à Hélène pour la suite. Alors, je peux prendre ta souris, tant pis. Fais comme tu veux. Stop Covid. Alors, pas moi. On a vu aussi, on a voulu vous faire un petit point sur les modifications de la durée du travail et de la répartition du temps de travail. Donc, l'idée, c'est pas de vous faire quelque chose de trop théorique, mais plutôt de partir d'exemples concrets. On va mettre de côté, on est dans une organisation hebdomadaire, on n'est pas dans une organisation de modulation. On met de côté tout ce qui a pu se passer sur l'activité partielle, sur des accords spécifiques qui permettent de diminuer le temps de travail d'une certaine manière. Là, on est vraiment dans le cadre, je suis en fonctionnement normal de mon entreprise avec une durée du travail hebdomadaire. Donc, je suis d'abord un salarié, j'ai un salarié qui est à temps complet. Donc, il fait 39 heures par semaine, mais là, on voudrait bien le passer à 35 parce qu'on a moins de travail, parce que ponctuellement, on a moins de travail ou parce qu'on sent que l'activité, elle va diminuer pendant un certain nombre de temps. Donc, si son contrat de travail prévoit qu'il a bien 39 heures,
c'est généralement le cas, hein, on a obligation, pour modifier cette durée du travail, de passer de 39 à 35 heures, d'avoir l'accord du salarié. De même, si sur cette semaine-là, vous avez moins de travail et que le salarié fait moins d'heures, c'est vous qui devez fournir en tant qu'employeur le travail au salarié, donc vous devrez lui payer ses 39 heures normalement. Ensuite, on peut avoir la situation où le contrat de travail, il est bien marqué que c'est 35 heures. Mais en fait, régulièrement, on a pris l'habitude de faire des heures supplémentaires au salarié et on lui fait régulièrement faire 4 heures supplémentaires par semaine. Dans ce cas-là, la durée du travail, elle n'est pas contractualisée à 39 heures dans le contrat de travail, hein. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'avenant à faire au contrat de travail, donc pas d'accord du salarié qui est requis. Par contre, on a attribué pendant un certain temps, si c'est fait de manière ponctuelle, qu'on a fait faire des heures supplémentaires de manière ponctuelle et qu'on ne les fait plus faire, là, ce n'est pas un problème. Mais par contre, si jamais régulièrement, on a toujours fait faire 4 heures supplémentaires pendant des mois, des années à un salarié et qu'il en a tiré finalement un avantage financier, lui, puisqu'en termes de rémunération, ça lui a accordé un avantage, dans ce cadre-là, il est quand même conseillé de dénoncer. On pourra considérer qu'il y a eu un usage qui s'est constitué, il est conseillé de le dénoncer. Donc après, ça dépend de la taille de votre entreprise, si vous avez un comité social économique ou non. Mais généralement, on passe devant le comité social et économique et surtout, il faut faire une information individuelle des salariés. Et une information individuelle, ça ne veut pas dire une petite lettre à chacun. Il faut vraiment prouver qu'on a remis cette information. Donc, c'est plutôt un recommandé ou une remise en main propre contre décharge. La situation numéro 2, c'est je suis à temps complet et là, on veut modifier la répartition. C'est-à-dire que je suis bien à 35 heures sur la semaine. Là, je suis à 8 heures par jour du lundi, mardi, mercredi, jeudi et le vendredi, je fais 3 heures et puis on souhaite faire 7 heures sur 5 jours. Dans ce cas-là, toujours pareil, on va regarder, la première chose à faire, c'est je regarde le contrat de travail du salarié. Est-ce que j'ai une répartition qui était prévue? Alors là, soyez vigilants, évitez toute inscription d'horaire de travail dans le contrat de travail. À temps complet, pardon. Oui, parce que dans ce cadre-là, vous aurez à faire un avenant alors que ça pourrait relever de votre pouvoir de direction. Alors, il est parfois inscrit, à titre d'information, c'est 8h, midi, etc. Bon, quand c'est bien marqué à titre d'information, il n'y aura pas de litige, mais par contre… Par défaut, tout à fait. Ouais. Voilà, ça sera contractualisé. Ensuite, on a un contrat de travail qui ne va pas prévoir la répartition. Donc là, sur le principe, la fixation de l'horaire de travail, ça relève du pouvoir de direction de l'employeur. Donc, si vous passez, par exemple, d'une plage horaire de 9h à 18h et que le salarié, il faisait avant 7h, 16h, on ne considérera pas que c'est une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord du salarié. On parle en jargon juridique de modification, pas de modification de contrat de travail, mais pas de modification d'un élément non essentiel du contrat, donc qui relève du pouvoir de direction de l'employeur. Mais attention, on ne fait pas ça du jour au lendemain, bon, sauf s'il y a des travaux urgents, etc. Il y a des dérogations très spécifiques. On est dans le cadre où on prévoit un délai de prévenance suffisant pour que le salarié puisse s'organiser. Et alors là, on a toujours un peu de jurisprudence. Alors, ça va être vraiment au cas par cas. On a ce qu'on appelle le fait d'avoir un bouleversement dans les horaires de travail qui va apporter une atteinte excessive au respect de sa vie professionnelle et familiale et à son droit à repos. Donc ça va être un peu au cas par cas. On a par exemple des organisations du travail, mais ça doit être rare dans le bâtiment que ça arrive, mais où on passe d'un horaire où on est avec le jour du repos tous les samedis, dimanches et on change le repos. Enfin, vous voyez des choses comme ça. Donc, ou alors des salariés qui sont dans des situations familiales telles que ce bouleversement entraînerait une atteinte excessive. Donc ça, c'est vraiment à voir au cas par cas. On est quand même bien souvent dans le pouvoir de direction de l'employeur. La deuxième chose à garder en tête quand vous décidez de changer des horaires de travail comme ça, attention, qu'on soit bien dans le cas d'une situation où on est
dans la justification de l'intérêt de l'entreprise. D'accord ? On ne va pas changer des horaires de travail parce qu'un salarié il a été malade plusieurs fois et que derrière, du coup, les autres, ils ont été obligés de changer. Donc, cette fois-ci, lui, on lui impose de le faire. Donc, voilà, ça doit vraiment être quelque chose qui doit être justifié. Il ne doit pas y avoir d'abus de droit de l'employeur à user de ce pouvoir de direction. À combien peut-on estimer un délai de prévenance suffisant? Environ, pour donner une idée. Hein. Moi, j'ai pas de. Moi, je dirais qu'on est sur. On peut dire. Un mois, non? Pardon? Non, ça fait beaucoup. Un mois, non? Un mois, ça ferait beau. Ça me paraît beaucoup. Ça dépend Une comment quinzaine de on jours? modifie le chamboulement, mais ça peut être une grosse semaine. Enfin, on va dire 7 jours ouvrés. Me paraît une quinzaine de jours avant, on va dire. Sur Me la paraît, avec voilà. le temps partiel. Voilà. Ok, merci. Alors, on va voir un petit cas de répartition un petit peu différent. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup, mais on a le travail à temps partiel qui, lui, est beaucoup plus réglementé que le travail à temps complet, puisque on a des choses qui sont obligatoirement à mettre dans le contrat de travail qui font que derrière, forcément, on a des contraintes supplémentaires quand on veut modifier ces éléments. Donc, on a pris l'exemple d'un salarié qui fait 28 heures par semaine, qui travaille le lundi, mardi, jeudi, vendredi, 3 heures le matin, 4 heures l'après-midi, et puis qui n'a pas d'horaire indiqué dans son contrat. Alors, quand je parle d'horaire, on a bien indiqué qu'il travaillait 3 heures le matin, 4 heures l'après-midi, mais on n'a pas dit c'est 8 heures, 11 heures, c'est 8h30, 11h30, etc. Et puis, il a une clause qui prévoit que cette répartition, donc quand on dit cette répartition, c'est la répartition des jours sur la semaine et des 3 heures le matin et des 4 heures l'après-midi, elle peut être modifiée avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés si jamais il y avait un salarié qui était absent pour congé payé. Dans ce cas-là, on repart de la même situation que le temps complet, on veut modifier sa durée du travail. Donc là, c'est clair, on est comme pour tous les salariés, dès qu'on veut modifier la durée du travail, on est obligé de faire un avenant au contrat de travail et on doit obtenir l'accord du salarié. D'accord ? Même si vous pouvez considérer que c'est beaucoup plus favorable pour lui, parce qu'il va gagner beaucoup plus d'argent, ce n'est pas un problème. Tout ce qui est, que ce soit moins favorable ou plus favorable, on doit, dès que ça modifie le contrat de travail, avoir l'accord du salarié. Ensuite, on a la décision de modifier ses horaires le matin. Donc, c'est ce que je vous disais. On a dit qu'il doit faire 3 heures le matin. Ses horaires, elles sont de 8h à 11h. Et là, il va faire 8h30, 11h30. Donc, par principe, on avait dit que je n'ai pas d'horaire indiqué dans le contrat de travail. Donc, ça, normalement, vous avez la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'en principe, quand on dit qu'on fait 3 heures le matin, 4 heures l'après-midi, on aura transmis un planning avec ses horaires aux salariés. D'accord ? Donc ça, c'est une obligation aussi de l'informer de ses horaires de travail. Mais elles ne sont pas contractualisées. Donc, quand on respecte un délai de prévenance, toujours pareil, on est dans le délai raisonnable qui normalement devrait être fixé dans le contrat de travail, mais qui bien souvent ne l'est pas, pour transmettre le planning aux salariés, il n'y a pas de problème à modifier, par exemple, d'une demi-heure les horaires de travail du salarié à temps partiel. Là où on peut avoir des difficultés, c'est quand on va modifier cette répartition. C'est-à-dire qu'on est bien toujours sur 28 heures par semaine, mais là, à la place de faire lundi, mardi, jeudi, vendredi, je vais faire lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là encore, il faut se référer au contrat de travail. Si dans le contrat de travail, j'ai prévu, comme je le mettais ici, que je pouvais modifier cette répartition si j'avais un salarié absent, si je prévenais dans les 7 jours ouvrés avant l'arrivée de la modification. Dans ce cas-là, je vais pouvoir le dire au salarié et lui imposer. Sauf, parce que malheureusement, juridiquement, il y a de plus en plus d'exceptions à ces règles du pouvoir de direction de l'employeur. À partir du moment où il y a des obligations familiales impérieuses, par exemple, il n'a aucun moyen de garde le mercredi, c'est une personne qui garde habituellement ses enfants et il n'a pas trouvé de moyen de garde pour faire garder ses enfants. Ou alors, le principe du temps partiel, c'est aussi la possibilité de toutes ces règles, c'est aussi la possibilité pour le salarié d'avoir aussi un autre emploi par ailleurs,
parce que parfois, il subit son temps partiel et pour compléter son salaire, il va faire un autre temps partiel. Et donc, d'avoir une autre activité professionnelle à côté, ou alors parce qu'il suit une formation spécifique tous les mercredis. Donc, dans ce cadre-là, même si vous avez bien tout prévu, dans ce cadre-là, le salarié sera droit à refuser de modifier sa répartition. Et dans ce cadre-là, vous ne pourrez pas considérer que c'est une faute de sa part de le refuser. Ensuite, si jamais c'est un motif qui n'est pas prévu au contrat, par exemple, vous avez prévu, généralement, attention, ce qui est prévu dans les contrats de travail, c'est en fonction des nécessités de service. Et ça, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de se prononcer en disant que c'est trop large, qu'il faut vraiment être précis dans les motifs pour lesquels on peut modifier. Et là, vous vous retrouvez coincé par votre contrat de travail. Alors, en conclusion, on peut dire sur cette partie qu'effectivement, il faut être très vigilant sur les temps partiels parce que beaucoup de choses sont légalement, obligatoirement contractualisées. Que quoi qu'il arrive, que vous soyez à temps partiel ou à temps complet, vérifiez toujours les clauses du contrat de travail de vos salariés. Et d'ailleurs, de même qu'un contrat de travail, à la base de sa rédaction, c'est important d'avoir une base de rédaction qui soit bonne. Parce qu'on s'aperçoit aussi que parfois, on est coincé parce que le contrat de travail n'a pas été rédigé forcément comme il fallait au départ. Donc ça, c'est important d'avoir un contrat de travail rédigé en bonne et due forme qui précise parfois un certain nombre de choses qui peuvent permettre à l'employeur une certaine liberté. Et puis, si vous avez un représentant du personnel, tous ceux qui ont des représentants du CSE, attention, alors là, vous ne pouvez rien faire sans son accord. C'est-à-dire que même un salarié lambda à qui vous pourriez imposer quelque chose, lui, vous ne pouvez rien faire sans qu'il soit d'accord. Et le dernier point, c'est que là, on a vu des cas pratiques de propositions de modification. Attention aussi, les propositions de modification du contrat de travail, elles peuvent obéir à des dispositions très spécifiques du Code du travail. Par exemple, je veux baisser la durée du travail de mon salarié parce que j'ai un motif économique derrière et que je veux que si jamais il refuse, avec ce motif économique, je puisse continuer vers une procédure de licenciement. Et là, vous avez des des procédures très spécifiques à respecter. Donc, il faut être très vigilant et se poser toutes les questions dès qu'on veut modifier le contrat de travail du salarié. Donc, la question qu'on a là-dessus, c'est qu'il n'est donc pas illégal de ne pas notifier la répartition des horaires dans le contrat de travail. Non. Alors, attention, on parle du temps partiel ou du temps complet. Si on est dans le temps complet, vous n'avez pas à notifier quoi que ce soit. On met, et il est de 39 heures selon les horaires de travail applicables dans l'entreprise. Point. D'accord ? On est sur l'horaire collectif de l'entreprise, on ne met pas plus. Si on est en temps partiel, il est obligatoire, quand on est en temps partiel sur la semaine, d'indiquer au moins comment elles se répartissent dans la journée, dans le sens, c'est ce que je vous donnais dans l'exemple, je fais 3 heures le matin, je fais 4 heures l'après-midi. Par contre, ce qu'on n'est pas obligé de faire, c'est de dire je fais 8h, 11h, je fais 8h30, 11h30, je fais midi, etc. Mais à côté, il faudra bien que quand même le salarié ait un planning pour être informé de ses heures de travail. Mais ça, pour le temps partiel, la répartition, c'est une obligation légale quand on est sur la semaine. Merci. Voilà, il est important de bien clarifier les choses dans le contrat, mais parfois de ne pas aller jusqu'à un détail trop dilué qui pourrait vous poser des problèmes derrière dans des modifications. Alors, dernier point, organisation de la durée du travail. Alors, bon, moi, on ne s'est pas étendu sur le sujet parce que c'est très particulier en fonction de l'organisation que l'entreprise veut adopter. Ça nécessite pour chaque entreprise de voir un petit peu la manière dont elle veut s'organiser. Donc, par défaut, c'est ce qu'on a vu, nous avons une organisation qui est à la semaine. Donc, si je n'ai rien d'autre de prévu, je suis à 35 heures. Donc, votre salarié, il fait 35 heures, il a fait 4 heures de plus. Si jamais vous êtes une organisation à la semaine, vous devez payer des heures supplémentaires pour 4 heures de plus. Vous ne pouvez pas lui dire « tu vas récupérer la semaine prochaine », puisque sinon, le salarié, on a bien évidemment souvent des petits arrangements comme ça. Sinon, le salarié, s'il a bien noté toutes ses heures, il peut aller vous réclamer. Non seulement il aura récupéré les petites heures qu'il a fait,
mais en plus, il va pouvoir vous réclamer ces 4 heures supplémentaires que vous ne lui avez pas payées. Sauf si vous avez mis, un repos compensateur de remplacement comme le prévoit Claire. Mais ce n'est pas l'arrangement sans que rien de légal ne soit prévu. Alors, vous avez une possibilité d'adapter. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé avec le passage aux 35 heures. On a eu différentes formes d'aménagement du temps de travail. Donc, on a les accords de branche. Donc, dans le bâtiment, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, mais on peut avoir des accords qui sont propres à l'entreprise. Alors, dans le bâtiment, effectivement, on a des aménagements du temps de travail qui sont sur une durée moyenne de 35 heures et qui vont dépendre de la taille de l'entreprise. Alors, on a les entreprises qui vont jusqu'à 10 salariés. Vous avez 2 types d'organisations qui sont possibles. Alors, je passe les organisations qui ont été mises en place avec des RTT lors du passage 35 heures. Vous avez 2 organisations possibles qui seront soit sur 2 semaines consécutives, donc on va faire 39 heures une semaine, 31 heures l'autre. Et là, les heures qui sont faites en plus, les 4 heures sup de la première semaine, ce n'est pas 4 heures supplémentaires, elles vont être reportées en moins sur la seconde semaine. Et donc, vous ferez 31 heures sur 4 jours. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas à payer d'heures supplémentaires pour cette première semaine. D'accord? Et donc, les heures, ce ne sera pas des heures supplémentaires si elles sont bien récupérées la semaine d'après. Et on aura un salaire, lui, qui sera maintenu sur 35 heures. Donc, la feuille de paye du salarié marquera toujours temps de travail 151h67. Donc, 35 heures, pardon. Soit alors, vous avez une possibilité de le faire sur un cycle de 6 mois. Et là, on va avoir ce qu'on appelle une forme de modulation, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'augmenter et de descendre la durée du travail sur cette période de 6 mois. Et les heures qui sont faites en plus et en moins, alors attention, là encore, on revient à un suivi précis du temps de travail, puisque les heures qui sont faites en plus et en moins vont se compenser. Et à la fin de la période, on va regarder si en se compensant, on reste bien à une durée moyenne de 35 heures. Si on reste bien à une durée moyenne de 35 heures, on aura beau avoir des semaines qui ont été faites à 40, 41 heures, il n'y aura pas d'heures supplémentaires à payer. Par contre, si à la fin de la semaine, si à la fin de la période de 6 mois, on se rend compte qu'il y a eu en tout une moyenne de, par exemple, 37 heures, les 2 heures qui sont faites en plus en moyenne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires. Et donc, à ce moment-là, il va falloir qu'on regarde par rapport au temps de travail effectif, les majorations, les pas majorations. Ça, c'est un sujet beaucoup plus vaste et très complexe en fonction du suivi du temps de travail. Vous n'avez pas l'image, mais c'est ce qu'on appelle le 0,42. C'est applicable à la fois aux entreprises du bâtiment et des travaux publics, pour répondre à la question. Oui. Alors là, c'est vrai que ce sont des accords nationaux bâtiments, travaux publics. Vous avez raison de le préciser. Ensuite, on a des entreprises qui sont à plus de 10 salariés. Et elles, dans ce cas-là, elles ont une possibilité de variation qui est beaucoup plus large en termes de période. On peut aller donc jusqu'à 1 an. Et donc là, c'est sur toute l'année. Alors, je vous ai rappelé les grands principes. C'est sur toute l'année qu'on peut faire varier. Donc, on fait une programmation. Tout ce système se fait sur la base d'une programmation indicative qu'on donne aux salariés dans le cadre d'un certain délai, avec des possibilités de dérogation s'il y a des choses très spécifiques qui interviennent. Je vous avoue que je n'ai pas tous les délais en tête, mais voilà, il faut quand même savoir qu'on ne décide pas comme ça, il faut quand même avoir des programmations. Et donc, dans ce cadre-là, on ne va pas pouvoir faire plus de 10 heures par jour, avec des semaines qui peuvent être à 0 ou alors avec 46 heures maximum, avec des rémunérations. Le salarié, lui, comme on est bien sur une moyenne de 35 heures, il percevra toujours ses 35 heures par semaine. Et avec une limite sur 12 semaines, je n'ai pas le droit de faire plus de 45 heures en moyenne. Et sur un semestre, je ne peux pas faire plus de 43 heures en moyenne sur un semestre, d'accord, sur 6 mois. Voilà. Donc, je reviens sur un petit point qu'on a vu précédemment, qui est le contingent d'heures supplémentaires, puisque quand vous êtes sur ces systèmes de modulation, quand vous êtes à même de faire varier énormément cette durée du travail, parce que quand même 46 heures, ce n'est pas négligeable, vous avez un contingent d'heures supplémentaires
qui est diminué. Il sera plus de 180 heures, pardon, il sera de 145 heures. Donc, attention aussi, parce que certes, ces heures qui ne rentrent pas dans le contingent, elles vont pas être ces heures qui sont faites jusqu'à la 46e heure, elles vont pas être payées comme heures sup, pas rentrer a priori dans le contingent. Mais suivez bien vos compteurs, surtout quand on est sur une période de 12 mois, de manière régulière, pour bien vérifier que vous serez à même de rattraper à un moment donné en période basse quoi que ce soit, et de voir si vous n'êtes pas susceptible à un moment donné, ce contingent, ce n'est pas en fin d'année qu'on va s'apercevoir que vous avez fait plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut vraiment qu'il y ait un suivi régulier pour que vous vous disiez, bah là, mon activité de mon entreprise, là, en fait, je m'aperçois que mes contingents, voilà, il faut que je regarde comment faire pour remédier, comment faire bien les suivre, ou vous dire que vous allez être obligé de déclencher du repos compensateur obligatoire. Alors, là, on va essayer de juste... Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez la possibilité aussi d'avoir vos propres accords d'entreprise. Donc, il y a des entreprises qui ont des tailles qui, voilà, jusqu'à maintenant, jusqu'à fin 2017, on va dire, on avait toujours des entreprises qui étaient coincées parce qu'il fallait des accords collectifs, que la branche n'avait pas forcément prévu les systèmes, soit qui n'étaient pas du tout de système, ou alors qu'il y avait des systèmes qui n'étaient pas forcément adaptés à leur organisation. Bon, vous avez un certain nombre de panels quand même dans la branche au niveau du bâtiment. Et donc, les entreprises veulent avoir leur propre dispositif et non pas de délégués syndicaux pour négocier. Donc, il fallait des mandatements avec des organisations de branche, etc. Donc là, pour les toutes petites entreprises, on a des modes de conclusion qui sont facilités puisqu'on peut avoir un accord qui est proposé par l'employeur aux salariés avec des délais à respecter, mais en gros qui est ratifié par les salariés. Et donc, si on a une ratification à la majorité des 2/3, on peut considérer que ça a la valeur d'un accord d'entreprise. Donc, par exemple, vous pouvez prévoir des organisations du travail qui vont être différentes de ce que prévoit votre branche, parce que ce n'est pas forcément adapté à ce que vous voulez. Vous pouvez, si on revient sur le contingent, vous pouvez très bien, par un accord d'entreprise, décider, mais encore une fois, il faut la signature d'un accord d'entreprise, que votre contingent, il sera plus de 180 chez vous, mais il sera de 220. Vous le ramenez au contingent légal. Vous avez tout à fait la possibilité de faire ça. Mais voilà, on ne va pas non plus prévoir des contingents d'heures supplémentaires de 450 heures parce que là, vous allez avoir des problèmes en termes d'accident du travail si jamais vous faites faire trop d'heures sup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour certains points, ça vaut le coup de regarder si on a la possibilité de faire des choses par accord d'entreprise, si on sent qu'effectivement, toutes les entreprises là, qui sont à 39 heures, il y a le contingent, etc., voir éventuellement de se poser la question si on ne veut pas négocier un petit accord sur du contingent. Bon, alors, généralement, le problème, c'est que les négociations, ce n'est pas que d'un côté, donc les salariés réclament toujours quelque chose derrière, mais bon, voilà. Disons que ce sont des possibilités qui sont offertes. Oui, il faut quand même réfléchir à ce qu'on va vous demander derrière en fonction de ce qui se passe dans votre entreprise et pas rentrer dans un jeu où vous savez que derrière, vous risquez plus que si vous appliquez purement et simplement votre convention collective. Voilà. Donc, c'est un sujet un peu vaste. Alors, peut-être que vous avez soit beaucoup de questions, soit tellement d'informations que les questions sont un peu viendront peut-être après. Mais en tout cas, on vous remercie pour votre attention et on espère vous avoir apporté un certain nombre d'éclaircissements et surtout mis en place, on va dire, dans votre esprit, un certain nombre de warnings sur des sujets dans le cadre de la durée du travail. Alors, une dernière question, Tiffaine Kiné. Je reviens sur le paiement des heures supplémentaires par rapport à l'URSSAF. Comment savoir si les heures supplémentaires sont exonérées ou non? Alors, les heures supplémentaires qui sont exonérées, ce sont celles qui sont effectuées dans le cadre légal et ou conventionnel. C'est-à-dire que toutes les heures supplémentaires effectuées dans les limites de la durée maximale du travail, journalière, hebdomadaire, toutes les heures supplémentaires qui sont majorées, celles-ci sont exonérées. C'est-à-dire que les heures supplémentaires qui ne sont pas majorées ne sont pas exonérées. Les heures supplémentaires qui sont majorées sont exonérées si elles respectent les durées maximales. C'est-à-dire que si, dans une semaine, vous avez fait 36 heures, d'accord, mais que l'heure, elle a été effectuée en faisant 11 heures de travail dans une journée, elle sera peut-être payée à 25 et majorée, mais elle ne pourra pas bénéficier théoriquement d'exonération puisqu'elle a dépassé un point d'attention qui est la durée maximale de 10 heures par jour.
c'est à la fois, il faut que ce soit des heures majorées, et à la fois, il faut qu'elles respectent les durées maximales du temps de travail. Et les majorations. Si demain, vous décidez en tant qu'entreprise de ne pas majorer les heures à 25, mais à 30, d'accord, par accord d'entreprise ou par décision, eh bien, elles pourront être exonérées que dans la limite de 25%. D'accord? Donc, c'est respecter les durées maximales, que ce soit des heures majorées, et dans les limites des taux majorés légaux, hein, ou conventionnels. Mais là, c'est la même que le légal. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, apparemment oui. Parfait, merci. Nous répondons. Donc c'est Alors, bien. Monsieur Chevauche, excusez-moi, il y avait une Oui. petite question dans le mail que vous avez fait. J'avais une petite question. Alors, ça n'a pas trop attrait à la gestion du temps de travail, mais on peut y répondre. C'était sur les jours d'arrêt de travail et l'indemnisation. Je sais pas Oui, si la personne... oui, tout à fait. Oui, oui. Vous voulez que j'y réponde maintenant? Ah ben, la personne est là, c'est Tiffaine Kiné aussi qui m'avait posé la question, si je ne me trompe. Alors, Donc, la question était la suivante. Dans le cadre d'un ou plusieurs jours d'arrêt de travail, maladie ou accident, d'un salarié, quelles sont les démarches à faire pour un employeur en cas d'absence, de subrogation et les règles d'indemnisation employeur sécurité sociale? Alors, en fait, on va partir sur un salarié ouvrier, parce que théoriquement, je pense que c'est plus ça. Pour les ouvriers, quand vous avez un arrêt de travail, vous avez ce qu'on appelle un maintien de salaire à faire par l'employeur en déduction des IGSS. C'est-à-dire que vous faites, donc quand vous avez un arrêt de travail de plus de 3 jours pour les ouvriers, vous devez faire une attestation de déclaration à la sécurité sociale pour que les IJSS de la Sécu lui soient payés à compter du 4e jour. Une fois que vous avez fait cette attestation, il va toucher environ, pour un arrêt de travail maladie, on va dire, on va parler sur la maladie non professionnelle, il va toucher 50% à peu près d'IJSS sur son salaire, par rapport à son salaire moyen. Et l'employeur, pour les ouvriers, est tenu de faire un complément à hauteur de 100% du 4e jour au 48e jour, si je ne me trompe pas. Bougez pas. Au 48e jour, d'accord, à 100%, c'est-à-dire qu'il va payer 50% complémentaire. Il y aura 3 jours de carence. Ce complément, il doit être fait par l'employeur, c'est la convention qui l'impose. Après, selon les entreprises, il y a des entreprises qui ont souscrit ce que l'on appelle la garantie arrêt de travail pour les ouvriers. Si vous avez souscrit la garantie arrêt de travail, alors dans ce cas-là, ce n'est pas vous qui maintenez, c'est l'organisme, alors ça c'est moyen une cotisation patronale, hein, c'est l'organisme de garantie arrêt de travail qui va indemniser ce maintien. Sinon, c'est à l'employeur de le faire. Et ça, c'est jusqu'au 90e jour. Au-delà de 90 jours, si l'arrêt continue à plus de 90 jours, alors là, il faut faire une demande, parce que le maintien va s'arrêter. Il faut faire une demande à la prévoyance auprès de la ProBTP, si vous êtes à la ProBTP, pour compléter le salaire, compléter les IJ à partir du 91e jour. Donc, la première chose, c'est tout arrêt pour un ouvrier, tout arrêt à partir du 4e jour, on doit effectuer une attestation auprès de la sécurité sociale pour qu'il touche les IJSS. Ensuite, on doit faire le complément de salaire prévu par la convention, alors payé par l'employeur ou par la garantie arrêt de travail. Pour les ouvriers, c'est maintien à 100% des déductions faites des IJSS du 4e au 48e jour. Et ensuite, ça passe en complément à 75% déductions faites des IJSS du 49e jour au 90e jour. Et à partir du 91e jour, c'est payé par la prévoyance. Ça, c'est pour l'ouvrier. Pour les ETAM, si je veux faire un petit point sur les ETAM, pour les ETAM aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Pour les ETAM, c'est une indemnisation qui est prévue, je crois. Il faudrait que j'aille voir, je ne l'ai pas sous les yeux. Je vais aller regarder. Enfin, si c'était pour un ouvrier, voilà, c'est attestation de sécurité sociale. Pendant les 90 jours, on complète le salaire en plus des IJSS à hauteur de 100% pendant 48 jours, enfin, du 4e au 48e jour, et ensuite 75%. Qui est subrogation ou pas? Parce que je pense que la question était là aussi. Voilà. La subrogation, ce n'est simplement, uniquement, la subrogation, ce n'est pas le maintien de salaire. Vous avez le maintien à faire, et ensuite vous le subrogez ou pas. La subrogation, c'est simplement pour l'employeur le fait de percevoir en lieu et place du salarié les IJSS et de lui reverser sur son bulletin. De faire les avances. C'est de faire les avances, c'est ça. Hein? Donc, le maintien de salaire, c'est ce que vous êtes obligé de faire. La subrogation, c'est un mécanisme pour récupérer les IJSS en lieu et place du salarié. Ça lui permet d'avoir une rémunération plutôt simple et pas d'avoir de déconnexion avec les délais de paiement des IJSS, du salaire, différemment. Hein. Donc, vous recommandez d'opter pour la subrogation? Alors, plutôt, dans le bâtiment, il y a 2 principales choses qu'il faut savoir. La subrogation est obligatoire pour les ETAM parce qu'ils sont maintenus à 100%.
Donc, dans la convention du bâtiment, il est prévu que la subrogation soit obligatoire pour les étames. Elle n'est pas obligatoire pour les ouvriers. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir parce que c'est conventionnel. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. La subrogation, après, moi, je vous conseille, alors, pour les étames, c'est obligatoire. Donc, bon, ben, on est obligé de le mettre en place parce que le maintien. Vous ne pouvez pas subroger des IGSS à quelqu'un à qui vous n'aviez pas de salaire. Hein. Ça, c'est important. Par exemple, un étame qui n'a pas 1 an d'ancienneté n'a pas de ce complément employeur. Donc, on ne lui fait pas de subrogation. Il percevra ses IJ directement. On ne peut faire la subrogation que quand on fait un complément d'au moins du même montant, d'accord, que les IJ. Donc ça, c'est important. Après, par rapport à la subrogation pour les ouvriers, moi, si vous venez de commencer votre entreprise, etc., je ne conseille jamais, sauf s'il y a obligation, comme là pour les étames, je ne conseille jamais de mettre la subrogation par défaut, au départ. Pour une raison très simple, c'est que c'est un mécanisme qui maintient la rémunération lissée et qui donne un impact, c'est un avantage pour le salarié, mais ça permet en fait au salarié d'avoir une rémunération plutôt lissée et de ne pas bénéficier, de ne pas avoir un problème avec les différences de date de paiement. Donc son salaire, il est plutôt fluide. Et du coup, ça provoque, on le voit dans beaucoup d'entreprises, ça peut provoquer une augmentation éventuellement de l'absentéisme parce qu'ils n'ont pas trop d'inconvénients. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Ouais. Moi, je ne conseille jamais de le faire par défaut, sauf obligation. Et si un jour vous voulez le faire, après, ça s'applique à toute une catégorie de population globale. Ça ne peut pas être fait à la tête du client ou du salarié. C'est vraiment, ça doit être fait uniformément sur une population bien collective, vous voyez, une population générale. Ça ne peut pas être à l'intérieur des mêmes ouvriers qui sont dans le même poste, ça ne peut pas être fait pour certains et pas pour d'autres. Il faut que ce soit une décision collective. Donc, c'est important. Après, ça crée un avantage et si demain, vous la mettez en place, ça crée un avantage pour le salarié qu'il faudra dénoncer si vous voulez l'arrêter. Hein. D'accord, d'accord. Bon. Eh bien, merci pour tout. C'est bon au niveau de ce que vous aviez à nous dire? Oui. Je pense qu'on a vu effectivement beaucoup de choses. C'était très intéressant. Hélène, Claire, Laurent, merci de votre implication pour cette présentation. On a éclaté nos 1 heure, mais c'était quand même… Tout le monde est resté jusqu'au bout, donc c'était de très bonne qualité, n'est-ce pas? Et je vous donne rendez-vous pour le prochain café juridique organisé par la CAPEB le vendredi 30 octobre à 8 heures. On l'espère sans aléa technique. Le thème sera la responsabilité du chef d'entreprise en cas d'accident du travail. Voilà, on recommuniquera auprès de vous. Ok. Si je peux prendre la parole juste une petite minute. Bien sûr. Laurent Véis, je suis le dirigeant du bureau Sadek Akelis Troyen. Donc un grand merci à tous pour votre participation et vos nombreuses questions. Un grand merci aussi à Claire et à Hélène pour ce bel exposé. Bon, je ne suis pas inquiet, elles ne vont pas être au chômage tout de suite. Elles pourront avoir une attestation sinon. Et en complément, pour vous aider au quotidien, j'ai fait passer via Virginie le guide social de l'employeur, qui est un petit fascicule, mais dématérialisé sous forme de fiche, qui reprend les données essentielles de ce que vous devez savoir en tant qu'employeur. Donc, je laisse à Virginie le soin de vous le communiquer. D'accord. Et puis, on transmettra bien entendu le lien pour pouvoir revoir le PowerPoint. Je corrigerai ma petite faute oui, il y a une ou deux petites coquilles qu'on va corriger, voilà, c'est tout. Peut-être pas dans les chiffres. Ok, merci. Bon. Merci à vous tous. À bientôt. à tout le monde. Excellente journée à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne journée. Ils n'ont pas vu. Bon, cool.